En ce qui concerne cette qualité des bois et la composition chimique du bois de chêne, il faut partir finalement de l'arbre. À partir de l'arbre, il y a un côté, on va dire, qui est macroscopique. On récupère la grume, puis ensuite les planches ou la planche. Et à partir de la planche, on va finalement avoir des fibres avec un certain nombre de cellules du bois. Il y a une certaine anatomie qui est présente, et au niveau cellulaire, eh bien, il y a des parois. Donc on rentre à ce moment-là à l'échelle un peu du microscopique, et à l'intérieur de ces parois, vous avez une organisation particulière avec un certain nombre de polymères. Et puis on va rentrer à ce moment-là à l'échelle un peu moléculaire. Donc il va y avoir certaines molécules présentes dans le bois. Alors une des problématiques qui se pose, c'est que cette composition, elle peut varier, bien sûr, en fonction de l'espèce botanique, de la provenance, des conditions bien sûr de croissance et de sylviculture, de la position dans la grume ou bien sûr également du séchage par exemple. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le bois? Hormis l'eau bien sûr, et vous savez tous qu'il y a de l'eau dans le bois, principalement dans les composés qui nous intéressent, il y a de la lignine, à peu près 20 à 25%, des hémicelluloses, environ 25%, et de la cellulose à peu près pour 45%. Mais il y a aussi un certain nombre de composés dits extractibles, ça représente à peu près de 2 à 10%, avec deux grandes familles finalement, des composés volatiles, qui nous intéressent au niveau organoleptique en particulier. Donc il y a une grande diversité de molécules, on verra un petit peu lesquelles. Là, elles vont influencer directement la complexité aromatique du vin, avec bien sûr des facteurs d'expression qui dépendent de la température, du taux d'éthanol du produit, des interactions avec certains constituants et de l'extraction liée finalement un petit peu au type de matrice considérée. Si on a un vin blanc, un vin rouge, un vin très riche en certains composés, bien sûr les choses peuvent bouger. Et puis il y a également donc des composés dits non volatiles. Alors je pense en particulier au polyphénol, donc là c'est des plus faibles quantités, avec également donc des acides gras libres, des cires, des alcools. Et puis également des réactions vont se produire à partir de ces composés non volatiles au cours de l'élevage du vin. Alors voici quelques composés volatiles du bois de chêne, la liste n'est pas exhaustive, mais donc c'est quelques-uns qui sont relativement connus et représentatifs, dont on retrouve par exemple les 6 et les trans-whisky-lactones. Ceux-là on les retrouve déjà un petit peu naturellement au niveau du bois, donc qui donnent ce côté un peu que vous connaissez, type noix de coco. Donc vous avez les seuils de perception en milieu synthétique, en parallèle pour chacune des molécules. Donc vous voyez que ces seuils ils sont bien sûr variables en fonction des constituants. Donc le génol également qui est connu, c'est vous connaissez le clou de girofle également. Furfural donc, et le 5-méthylfurfural qui sont issus bien sûr de la chauffe et surtout de la décomposition en fait des hémicelluloses lors de cette chauffe, avec deux notes caractéristiques, c'est l'amande d'une part et ce côté caramel, amande torréfiée. Donc vous voyez que les niveaux et les seuils de perception en milieu synthétique pour ces deux composés sont quand même relativement importants par rapport notamment à l'eugénol ou aussi ces trans-whisky-lactones. La vanilline, le guaiacol et le syringol qui proviennent en fait de la décomposition des lignines lors de la chauffe, avec bien sûr des caractères particuliers, la vanille, l'épicé ou ces côtés fumés qu'on peut retrouver. Et là aussi, vous voyez par exemple que le guaiacol donc, a un seuil de perception au niveau synthétique qui est beaucoup plus bas par rapport aux deux autres composés. Alors, il n'y a pas bien sûr que ces composés volatiles. Vous retrouvez dans certains polyphénols qui ont une structure différente de ce que l'on peut retrouver dans les tanins de pépins notamment, ou dans les tanins pelliculaires. Ce sont des tanins dits hydrolysables, constitués principalement en fait de sucre d'une part et de molécules condensées d'acide gallique. Donc c'est en fait de l'acide élagique et des sucres qui sont associés. Et donc il y a deux composants particuliers qui sont finalement un peu des unités de base de ces tanins hydrolysables du bois. C'est la vescalagine et la castalagine qu'Yves Glory avait déjà identifié il y a plusieurs années. Ça représente ces deux constituants à peu près la moitié de l'ensemble des élagitanins qu'on peut retrouver dans le bois. Vous avez également d'autres monomères, comme par exemple la grandinine ou la roburine E, qui possèdent des sucres particuliers, dont le glyxose ou le xylose. Il y a également des dimères,
à partir donc de ces monomères qui peuvent se former. Et donc il y a par exemple la roburine A, la roburine D, la roburine B, la roburine C, dont un certain nombre de ces composés qui sont aujourd'hui connus et identifiés. Ces dimères représentent à peu près de 10 à 20% des élagitanins du bois. Et puis bien sûr, il y a aujourd'hui beaucoup de ces molécules qu'on ne connaît pas, qui sont à des niveaux peut-être d'oligomères ou de polymères, des niveaux supérieurs, tout comme on peut pour les tanins finalement du raisin. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu les molécules connues à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous placez le vin dans la barrique ou dans les copeaux? Voici par exemple ici des résultats qu'on a réalisés à la faculté. Donc Michael Jourde donc, de mon laboratoire avait réalisé pendant un postdoc. Et donc vous vous rendez compte en fait qu'il y a une cinétique d'extraction de ces composés. Et en réalité, vous vous rendez compte que les maximums que l'on peut obtenir en termes extractifs sont différents si vous utilisez la barrique ou si vous utilisez les copeaux. En gros, il faut compter à peu près 3-4 mois pour arriver au maximum d'extraction de ces composés dans la barrique, alors qu'il faut seulement 1,5 à 2 mois dans le cas des copeaux. Voilà, donc ça c'est quand même une différence. Alors ça c'est un premier aspect, donc ça nous a quand même un peu surpris. On pensait que peut-être finalement les cinétiques étaient semblables en termes d'obtention de ce maximum d'extraction. On ne s'attendait pas trop à ce résultat. Le deuxième élément, c'est le niveau de concentration. En fait, la concentration maximum que l'on peut retrouver de ces constituants élagitanins est à peu près 4 fois plus élevée dans le vin rouge pour les barriques de bois de chêne que pour les copeaux. Donc si vous voulez obtenir le même niveau et plus vite, ben, en fait il faut finalement ajouter davantage de copeaux pour arriver au même niveau de concentration. Voilà. Donc il y a une question de dosage avec les copeaux à réaliser. Alors dans le même temps que l'on extrait ces composés, il y a formation progressive en fait de nouveaux composés qui n'étaient pas dans le vin. Ces composés, c'est ce que l'on appelle nous des dérivés d'élagitanins. Alors dans ces dérivés d'élagitanins, vous avez de nouvelles molécules comme les acuticimines A, acuticimine B, et piacuticime A et B, la bêta-éthylvescalagine. Ce sont en fait des composés que l'on appelle principalement des flavano-élagitanins et donc qui ont un caractère tout à fait particulier. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le temps va passer, la proportion de ces composés va progressivement augmenter. Donc là aussi, en fait, la composition, et ça c'est quelque chose d'intéressant, elle est à peu près identique en proportion de chacun des constituants qui sont nouveaux et qui sont créés. Par contre, les concentrations, là aussi, ne sont pas les mêmes en fonction soit de la barrique, soit du copeau. Ils sont normalement à peu près 2 fois plus élevés dans le vin rouge et le vin en barrique. Donc là aussi, le dosage que vous utiliserez avec les copeaux sera bien sûr prépondérant pour la concentration de ces nouveaux composés formés. Alors en fait, ces composés vont avoir une incidence sur la couleur des produits. On dit très souvent que les vins passés en barrique ont une couleur un peu plus pourpre, un peu plus sombre. Très certainement que la formation de ces nouveaux composés flavano-élagitanins ont une incidence prépondérante pour apporter ce côté pourpre. Alors voilà par exemple ce que l'on peut trouver au niveau en particulier d'essais qu'on a réalisés en collaboration avec le laboratoire du professeur Kido à l'IECB ici à Bordeaux. Donc par exemple ici vous allez avoir une molécule classique, dans ce cas-là c'est donc la vescalagine par exemple, qui va être associée à la malvidine 3-glucoside, qui est l'anthocyanes majeur du vin, ou on la connaît également sous le nom d'œnine. Donc normalement, cette malvidine 3-glucoside est de couleur rouge. Et en fait, à partir de ces deux composés, dont un finalement qui était dans le raisin, c'est l'anthocyane, un qui est présent finalement dans le bois, on obtient un nouveau composé, un composé de couplage, qui lui est de couleur violette. Et voilà, par exemple, celui-là, on l'a baptisé œnine 8C vescalagine. Et donc, il apporte ce changement de couleur en milieu synthétique. Donc, ce type en fait de réaction typique va apporter un changement de couleur avec ce que l'on appelle un effet bathochrome, donc un déplacement en fait de la pigmentation. Et il y a très certainement plusieurs de ces composés qui apparaissent pendant le vieillissement du bois. Alors, un point qui est quand même important, c'est que ces élagitanins, ils ont un seuil de perception et ils possèdent des saveurs qui sont particulières.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde un petit peu des travaux qui ont été réalisés par des collègues qui sont allemands, Glasbania et Hoffmann? Eh bien, on sait par exemple que les monomères, dont on a parlé tout à l'heure, vescalagine, castalagine, sont très astringents et peu amers. Ensuite, les dimères sont moins astringents que les monomères, mais sont 2 fois plus amers. Et les monomères qui sont glycosylés, qui possèdent des sucres, sont 5 fois plus astringents que les monomères et 3 fois plus amers. Donc vous voyez qu'il y a des différences qui peuvent apparaître en fonction de la proportion de chacun de ces constituants. Alors, des travaux qui ont été menés à la faculté, donc dans l'équipe là du professeur Dubourdieu avec la thèse du travail d'Axel Marshall, ont montré qu'il y avait également de nouveaux composés à saveur sucrée qui existent dans le vin issu du bois. C'est notamment la présence de 2 de ces composés, les quercotriterpénosides. Alors il y en a 2 qui ont été identifiés, le 1 et le 2. Et en fait, ces molécules apporteraient une légère douceur, une sensation rémanente pour des concentrations de l'ordre à peu près de 10 mg par litre. Alors, dans 2 matrices qui ont été testées, dans l'eau avec de l'éthanol, à peu près à 10-12% volume, et dans du vin blanc. Et donc, le premier de ces composés, le quertriterpénoside 1, augmente la sucrosité en diminuant l'acidité et l'amertume, ce qui donnerait une sensation douce et persistante en finale. Là, le seuil de perception, vous le voyez, de l'ordre à peu près de 590 microgrammes par litre. Mais dans le vin, on n'en retrouve pas des très grosses concentrations. C'est entre quelques dizaines à quelques centaines de microgrammes. Le quertriterpénoside 2 diminue la perception acide en attaque et augmente un petit peu la douceur. Et donc, ce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe d'autres quertriterpénosides qu'on n'a pas identifiés et est-ce qu'il pourrait y avoir une synergie de ces différents composés sur la sucrosité? Bon, voilà, ça c'est une hypothèse, bien sûr, qui reste à travailler. Alors, d'autres travaux qu'on a menés dans mon laboratoire, alors en partenariat avec la société Radou, la tonnellerie Radou plutôt, je devrais dire, c'est en particulier l'utilisation de l'infrarouge avec Oxcan qui a été testé. Alors le principe est relativement simple en fait. Il s'agit finalement d'utiliser un système de spectroscopie vibrationnelle. Donc en fait on va avoir un système de vibration en envoyant un rayonnement infrarouge qui va être réalisé au niveau des liaisons moléculaires. Il y a absorption d'énergie des ondes infrarouges. On va avoir à ce moment-là, on aboutit finalement à une empreinte spectrale infrarouge qui donne des informations sur la nature de la liaison chimique de la matière. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on peut faire des mesures directes sur le bois. Il n'y a pas de destruction du bois. Il y a une bonne aptitude à la quantification et donc on peut mesurer systématiquement à ce moment-là chaque douelle. On peut avoir le spectre pour chaque douelle. On peut sélectionner à ce moment-là les douelles en fonction, bien sûr, de la richesse, notamment en phénol, que possèdent ces douelles. Donc, des problématiques existent, bien sûr. Il y a des pics d'absorbance qui peuvent être larges et qui peuvent se chevaucher. Donc, il y a parfois des assignations difficiles. Mais il y a des relations de proportionnalité qui existent entre absorbance et concentration à liaison chimique. Et c'est là-dessus qu'on se base pour réaliser ces classifications. Alors, voilà par exemple ce qu'on a réalisé en partenariat. Et donc, c'est une thèse qui va être soutenue à la faculté le 14 décembre. C'est celle de mon élève Julien Michel. Donc vous voyez que par exemple on a pu classifier les douelles en fonction de leur concentration en élagitanène dans le bois par analyse infrarouge et par Oxcan. Donc on obtient à ce moment-là les bois avec ce que l'on appelle des indices de potentiel qui sont différents. Donc il y en a des bas, vous voyez à peu près, alors il y en a un à 21, un autre à 26, un autre à 39, un autre à 55 et un autre à 70. Et donc on a une forte variation de ces élagitanins par gramme de bois. Quand on fait les analyses bien sûr corrèlent parfaitement les analyses de l'infrarouge obtenues. Et on va tester en fait les barriques formées à partir de ces bois classifiés avec un même vin. Alors voici ce que ça peut donner en termes d'expérimentation. Donc vous avez ici des barriques qui ont été classifiées avec des douelles particulières. Alors un IP, vous voyez ici à 21, 26, 39, 55, 70. On a pris un même grain avec un bois bien sûr pour être dans les mêmes conditions. Une chauffe vin rouge évolution qui était médium. On a fait 2 répétitions et donc là on a travaillé par exemple sur un vin de Pessac-Léognan qui était un Cabernet Sauvignon. Bon, vous avez ses caractéristiques chimiques élémentaires. Et donc on a prélevé les échantillons tous les mois pendant 24 mois. Donc quand on regarde un petit peu les analyses, on se rend compte en fait que ce qu'on vous a présenté tout à l'heure en termes de cinétique pour atteindre les maximums d'élagitanène
dans les vins va bouger en fonction de ces indices de potentiel et de la classification des bois. Donc vous voyez que par exemple qu'à 4 mois on atteint le maximum pour l'IP21, mais on va l'atteindre en fait ce maximum d'extraction pour l'IP26 à 6 mois, puis à 7 mois pour l'IP39, puis ensuite on va l'atteindre à 9 mois pour l'IP donc qui est le 55, et enfin pour l'IP70, le dernier qui est le plus fort, il va falloir atteindre à peu près 11 mois. Donc vous voyez qu'il y a en fait un temps, je dirais, qui est différent pour atteindre le maximum en termes d'extraction au niveau du bois. En termes d'analyse sensorielle, on a, alors je vous présente bien sûr pas tous les résultats, parce que ça ne serait pas possible, mais voilà, ici vous avez 6 mois d'élevage. Donc à 6 mois d'élevage, en fait, on se rend compte qu'il y a un effet significatif des concentrations de ces élagitanins sur l'indice polyphénolique des fûts, en particulier sur une diminution du fruité au nez et en bouche, une augmentation du boisé, du fumet grillé, voire de l'amertume et de l'astringence. Donc à 6 mois, on va dire c'est normal, vu les cinétiques qu'on a pu apercevoir. Mais à 24 mois, il y a à ce moment-là des déplacements. On voit que pour certains IP, la classification que l'on avait des bois au départ indique des différences dans la perception. Par exemple, vous voyez que les IP les plus forts donnent plus d'astringence en bouche notamment, ou plus d'intensité de boisé, plus de fumée, plus de grillé, et donc le fruité également peut se trouver affecté. Donc en fait, l'augmentation des impacts organoleptiques de la classification des bois de chêne au cours de l'élevage existe, et on a des effets similaires en fait à 12 et 18 mois pour les travaux qu'on a réalisés. Autres travaux qu'on a réalisés, c'est une cinétique, alors à partir d'une variation de grains et bien sûr de ses potentiels. Donc on classifie les bois, mais on a des grains qui ne sont pas les mêmes. Alors on a travaillé avec des grains mi-fins, des grains fins, des grains extra fins. Et donc, lorsqu'on teste en fait les différents bois, on a des effets significatifs de l'augmentation des tailles des grains du bois, avec une augmentation des concentrations en élagitanin qui est plus rapide dans les premiers mois d'élevage, mais il n'y a pas de différence significative en fait à 12 mois d'élevage. Donc en fait, on peut en conclure que l'extraction des composés du bois de chêne par le vin est plus rapide au contact des tailles de grains qui sont en fait plus grandes. Là aussi, sur cet essai, on a pu constater à 6 mois et à 12 mois d'élevage des différences. À 6 mois en particulier, on a des effets significatifs de l'augmentation des tailles, notamment au niveau du boisé et de l'épicé, une tendance à l'augmentation du vanillé. Et en fait, à 12 mois, les effets sont significatifs sur, pour l'augmentation des tailles de grains, sur la diminution du vanillé, l'amplitude et l'astringence. Donc l'intégration des tanins du bois est plus longue en fait avec de gros grains. Voilà. Ce qu'on percevait en fait, je dirais un petit peu de manière empirique, lorsqu'on travaille, on arrive là à le toucher un peu plus du doigt en faisant ces classifications. Donc voilà ici par exemple le tableau récapitulatif concernant ces essais. Donc vous voyez les flèches vertes, ce sont des impacts non significatifs au niveau du fruité, du boisé, du vanillé, de l'épicé par exemple. Donc là sur des résultats avec du merlot ou bien sur des mélanges, Cabernet Sauvignon, merlot, syrah. Par contre, on peut avoir des augmentations, vous voyez, du boisé. Alors, on a essayé de chiffrer les maximums qu'on obtenait. Ça peut aller jusqu'à 14, 42%, 27% si vous avez le boisé, le vanillé ou l'épicé. Des diminutions du vanillé, là, qui apparaissent, par contre, vous voyez. Donc là, on est plutôt avec des IP qui sont aux alentours de 36. Ah, excusez-moi. Ensuite, des diminutions d'amplitude en bouche ou de la stabilité qui peut apparaître. Et l'amertume en bouche qui va apparaître plus tôt, vous le voyez, pour des IP qui sont un peu plus élevés, autour de 41. Voilà, donc on a pas mal de résultats qui corroborent un petit peu ces données aujourd'hui. Alors d'autres essais ont été réalisés, donc là on va dire c'est en partenariat avec la tonnellerie Nadalier, ils nous ont demandé de travailler en fait sur l'origine des chauffes, d'une part, et sur l'origine en fait des forêts concernant les bois. Donc on a testé en fait, là par exemple vous avez 2 essais. Un premier château, vous voyez qu'en fait le vin c'est à peu près dans les 60% de Cabernet Sauvignon, 40% de Merlot. Le deuxième château, on est à 62 de Cabernet Sauvignon, 35 de Merlot. Bon, il y a un petit peu de Cabernet Franc. Et donc on a testé un certain nombre donc, de provenance de bois. Donc là par exemple, vous voyez, soit ça provient du centre, soit c'est des Colbert, donc ça c'est une question de grains, soit de l'Allier avec arrosage, soit Allier Noisette qui est une chauffe un petit peu particulière et spéciale, soit une
une chauffe qui est assez élevée, soit une provenance là, particulière qui est en fait Slavonia. Alors, on a des bois français où on a un bois ici, donc celui-ci, vous voyez, qui est marqué AO, qui est américain. Et puis, on a testé également sur le deuxième château. Donc, vous voyez, là, c'est la provenance, tout vient de l'Allier, mais avec des chauffes, soit légères, soit moyennes plus, noisettes, avec arrosage ou plutôt fortes. Bien sûr, on a fait des analyses chimiques, élagitanin, marqueurs aromatiques et des dégustations. Alors, ce qu'on remarque dans les résultats, par exemple, à 6 et 12 mois d'élevage notamment, donc vous avez ici les résultats, en fait, les élagitanins, par exemple, varient à peu près entre 15 et 23 mg par litre après 12 mois. Et donc, vous avez, par exemple, vous voyez ici le centre qui apporte davantage d'élagitanins, ou bien les Colbert qui sont des grains fins, le chêne américain étant plus bas, après 12 mois. Donc, en fait, l'origine de la forêt, bien sûr, influence les concentrations. Les vins dans les barriques Colbert et Centre extraient les quantités les plus élevées en élagitanins. Les vins dans les barriques de chêne américain extraient des concentrations moins importantes en élagitanins. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est les cinétiques de marqueurs aromatiques, toujours pour ces mêmes vins, dont notamment pour le furfural ou le méthylfurfural, vous voyez qu'en fait, en fonction de l'origine des forêts, ben là aussi, on va avoir des concentrations différentes, donc c'est presque linéaire. Hein. Limousin, Colbert et Slavonia à 6 mois. On retrouve cela à 12 mois. Mais les valeurs que l'on obtient d'extraction sont en fait en dessous des seuils de perception. C'est la même chose pour les phénols en fait volatiles, c'est-à-dire le guaiacol, le méthylguaiacol, le génol ou l'isoégénol, qui sont en dessous en fait des seuils de perception. On en retrouve davantage dans le chêne américain et notamment dans le centre, en particulier pour le génol qui donne ce côté un peu clou de girofle. Vous avez ici donc les trans-whisky lactones et les 6-whisky lactones qui donnent ces notes que vous connaissez de coco. Et là les résultats qu'on a eus étaient relativement intéressants parce qu'à 6 mois, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas apporter ces notes, ou on n'est pas tout à fait au niveau du seuil. C'est le trait rouge, là, le seuil de perception des 6-whisky lactones, qui est en fait le niveau le plus bas. Et donc, vous vous rendez compte en fait que il n'y a que le chêne américain qui passe un petit peu la barrière, tandis que ici, le chêne américain a passé, alors bien sûr, l'augmentation est très forte à 12 mois, mais avec des bois français, par exemple le Colbert, le Limousin ou le Centre, on peut arriver à dépasser là aussi ce seuil de concentration. Donc là, je ne sais pas pourquoi, les barres ont bougé, elles ne sont pas à la bonne place, ça devrait être un moyen un petit peu plus bas. La vanilline, c'est pareil, si vous voulez avoir de la vanille, finalement, eh bien, attendez plutôt 12 mois, quelle que soit l'origine en fait des forêts, parce que, eh bien, vous voyez qu'à 6 mois, en fait, les niveaux sont presque au seuil, pas tout à fait au seuil. En termes de dégustation, vous avez également, bien sûr, des marqueurs qui sont bien marqués, notamment, on obtient à 12 mois plus de vanillé pour ce qui est provenant de la Slavonie, pour l'American Oak également, et pour les Colbert, notamment. Le centre également, vous voyez là que c'est un peu plus boisé, notamment. En termes d'astringence et d'amertume, en fait, on obtient davantage de rondeur et de sucrosité en bouche à 12 mois par rapport aux 6 mois. Si vous voulez avoir de la rondeur et de la sucrosité, il vaut mieux favoriser des élevages finalement un petit peu plus longs. À 6 mois, ça paraît insuffisant au niveau de ce marqueur qui sont les barres en fait là qui sont marrons, qui sont plus élevées. Alors, on peut discriminer en fait les vins en fonction, si vous voulez, de l'origine des barriques. Et donc vous voyez que par exemple, dans l'analyse de composantes principales, eh bien, on peut faire des groupes. À 12 mois, par exemple, on a les Colbert, les Centres, les chênes américains ou les alliés noisettes qui se dégagent. À 6 mois, vous voyez qu'en fait les marqueurs, c'est plutôt les élagitanins, l'astringence, les 6-whisky lactones ou l'éthylvanilline, et le méthylfurfural qui est un peu particulier, qui est plutôt du côté des produits venant de Slavonie pour le bois. Alors donc, on a la même chose en fait pour les chauffes. Donc pour les chauffes, vous retrouvez à peu près les écarts, mais ils sont plus importants avec les chauffes, en proportion d'élagitanins après 12 mois. Donc là, on va à peu près entre 10 et 35 mg par litre d'élagitanins que vous récupérez. En particulier, si vous voulez en avoir moins, c'est des chauffes arrosées qu'il faut privilégier. Pour les dérivés furaniques et phénols volatiles, c'est pareil. On en retrouve davantage en règle générale lorsque les bois sont arrosés, que ce soit des chauffes moyennes ou chauffes moyennes plus, dans les deux cas. Pour les phénols volatiles également.
Pour les et les 6 whisky lactone, on retrouve à peu près la même chose, mais là, dans tous les cas, vous voyez que quel que soit le niveau de chauffe avec ces fûts qui proviennent de l'Allier, on dépasse pour les 6 whisky lactone les niveaux de perception de façon extrêmement importante. Donc ça, c'est assez intéressant pour développer ces notes de coco. La vanilline, c'est pareil, on a retrouvé en fait les mêmes choses, donc il faut attendre à peu près 12 mois en particulier sur les chauffes qui sont arrosées pour avoir les meilleurs résultats. Et en fait, dans l'aspect analyse sensorielle, donc on peut se rendre compte que le boisé ressort déjà après 6 mois, et si on veut avoir la vanille qui ressort, de nouveau, il faut attendre à peu près 12 mois pour avoir quelque chose de plus important. L'astringence est moins forte, l'amertume est moins forte, et la sucrosité est plus forte, avec des bois qui, en règle générale, sont de chauffe moyenne avec un arrosage. Ça, c'est aussi un résultat voilà, qu'on n'attendait pas, qui nous a un petit peu surpris. Voilà, donc j'en ai terminé un petit peu pour les résultats. Donc là aussi, on peut discriminer, bien sûr, en fonction des chauffes. Donc vous voyez que les marqueurs ne sont pas les mêmes pour les chauffes très élevées. Donc vous avez les épices, le génos, les trans-whisky lactone, notamment sur ces chauffes fortes. Les chauffes moyennes ou légères ou arrosées apportent apparemment plus de rondeur. Mais à 6 mois, on obtient déjà des furfurales, des niveaux d'élagitanins qui sont relativement importants au niveau donc, de ces essais. Voilà, donc finalement, si on veut conclure, au niveau des bois, le classement par le système Oxcan infrarouge est corrélé avec les analyses chimiques. Au niveau des vins, il y a une concentration en élagitanin qui dépend du potentiel des bois. On a une cinétique d'extraction des élagitanins qui s'accélère quand le grain augmente. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Et en fait, le classement Oxcan que l'on obtient avec les bois permet d'avoir un classement en élagitanin des vins. Au niveau sensoriel, la concentration croissante est observée. On a une augmentation des arômes boisés, du fumé, une augmentation d'astringence, voire de certaines sensations d'amertume, et parfois des diminutions de perception fruitée. Et donc le grain, l'augmentation du grain met en évidence une augmentation de boisé d'épicé en début d'élevage et une diminution du vanillé, de l'amplitude et de l'astringence en fin d'élevage. Donc là aussi, la notion de grain apparaît très importante. Pour l'aspect barrique et l'extraction en fonction des chauffes et des origines, là aussi on a pu se rendre compte que les barriques Colvert ou Centre sont riches en élagitanin, mais les barriques Slavonia sont moins riches en élagitanin, c'est à peu près 50% de moins. Les vins qu'on élève en barrique avec l'arrosage ou American Oak possèdent des fortes concentrations en whisky lactone et en vanilline, ils sont perçus plus vanillés. La vanilline, en fait, devient plus intense au cours du vieillissement. Vous pouvez gagner à peu près 30 à 50% de vanilline si vous attendez les 12 mois. Donc c'est quand même un point important. Et enfin, concernant l'évaluation sensorielle, la sucrosité s'intensifie au cours du temps et les tanins deviennent en général plus souples dans nos essais. Voilà, et donc je voudrais remercier l'équipe de mon laboratoire, c'est-à-dire le docteur Jourde, Michel Julien qui va soutenir sa thèse, Cléopatra Chiral, professeur Kido, et donc le CIVB qui a soutenu une partie des travaux, la société Radou, et bien sûr également la tonnellerie Nadalia avec qui on a collaboré. Voilà, je vous remercie.